Aujourd'hui, on va parler d'indépendance financière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne dédiée à la liberté financière. Je suis Détélina, coach, investisseur immobilier, conférencière et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un expert, Arnaud Hey, qui est spécialisé en indépendance financière et notamment optimisation. Bonjour Arnaud. Bonjour Déténina, merci pour ton invitation. Merci à toi Ça d'avoir me fait très accepté. plaisir de pouvoir intervenir sur ta chaîne. J'aime beaucoup ton énergie bienveillante et toute la valeur que tu apportes dans les contenus que tu partages avec ta communauté. Donc, ça me fait très plaisir d'intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud. Alors Arnaud est un expert passionné de finances. Son pouvoir, c'est notamment de réfléchir, de faire des études personnalisées afin d'optimiser le patrimoine, le portefeuille de ses clients. Juste en une phrase, Arnaud a passé 15 ans au sein des leaders mondiaux dans l'audit financier et a longtemps réfléchi sur l'optimisation non seulement financière, mais également en matière de temps, énergie ou process. Arnaud, je te laisse la parole pour te présenter. Juste avant, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous trouvez les vidéos, les interviews utiles et intéressantes pour vous. C'est à toi, Arnaud. Merci Détéina. Donc, en effet, moi, je suis à la base un vrai produit de la rat race puisque j'ai un parcours académique en école de commerce à Paris, suivi d'une carrière professionnelle dans des grands groupes internationaux en finance, donc d'abord dans des cabinets d'audit comme Ernst Young et PwC. Puis, j'ai passé 10 ans à la direction financière de la société Nike au siège Europe. Donc, voilà, j'ai ce parcours professionnel en finance. Depuis 2021, je me suis réorienté pour accompagner les entrepreneurs dans l'optimisation de leur gestion financière à travers trois piliers principaux: l'optimisation donc de leur profitabilité, le développement de leur rémunération et le développement de leur patrimoine. Voilà, ça c'est pour ma casquette d'entrepreneur. Ensuite, j'ai une casquette d'investisseur puisque depuis 2009, j'investis dans l'immobilier. J'ai touché un petit peu à tous les modes d'exploitation, que ce soit de la location nue, de la location meublée, de la colocation, du co-living, l'immeuble de rapport, et que je gère tout ça à travers différentes sociétés, essentiellement des SCI, à l'IR ou à l'IS, ainsi que des SAS. Enfin, j'ai une casquette d'investisseur sur les marchés financiers puisque je gère mon patrimoine financier à travers une holding personnelle ainsi que en nom propre dans des enveloppes défiscalisantes type PEA ou assurance vie. Voilà. Et enfin, j'ai une dernière casquette qui est la casquette de papa puisque j'ai 3 enfants de 8, 6 et 4 ans qui me prennent pas mal de temps également. Voilà pour ma présentation. Waouh, quel parcours! Tu as dit que tu es un pur produit de la rat race. Peut-être certains d'entre nous ne savent pas ce que c'est la rat race, vient du terme anglais. C'est le rat qui court dans la roue jusqu'à l'épuisement. En fait, c'est une métaphore pour représenter le salarié qui va courir jusqu'au presque à la fin de sa vie, jusqu'à une retraite qui s'éloigne et qui n'aura jamais pu vraiment profiter pleinement de sa vie. Tu as dit en introduction que tu es un pur produit de la retraite, mais je dirais que tu es aussi un pur produit de l'indépendance financière au vu de tes nombreuses activités. D'après toi, comment est-ce qu'on peut acquérir cette indépendance et est-ce que c'est pour tout le monde? Quels sont tes conseils phares? D'accord. Donc effectivement, moi, je m'intéresse à la thématique de l'indépendance financière depuis assez longtemps et tant de manière théorique que de manière empirique, puisque j'ai mis des choses en place à titre personnel pour atteindre cette indépendance financière.
En fait, dans l'imaginaire collectif, l'indépendance financière, généralement, elle correspond à la retraite, le moment où on imagine qu'on va recevoir un revenu passif et bénéficier de son temps pour en disposer comme bon lui semble, comme les gens le souhaitent. Néanmoins, cet horizon paraît relativement lointain déjà. Et deuxièmement, moi, je trouve relativement curieux qu'on mette sa vie pour un tiers, voire un quart de sa vie entre les mains d'un système sur lequel on n'a aucun contrôle, puisqu'on va dépendre d'un gouvernement, on va dépendre de lois qui vont évoluer. En plus, on ne sait pas à l'arrivée à la retraite dans quel état de santé on sera, on ne sait pas à quel âge on y arrivera. Donc voilà, moi je trouve que cette approche assez passive de dépendre d'un système sur lequel on n'a aucune maîtrise est un petit peu curieuse. Et c'est pourquoi je préfère l'approche active qui consiste à constituer un patrimoine et des revenus qui viendront subvenir aux besoins. Avec le corollaire de se dire la possibilité d'avoir cette indépendance financière plus tôt. Donc, pour atteindre l'indépendance financière, ça ne se décrète pas et ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut mettre des choses en place, avoir une stratégie et la mettre à exécution, je dirais, le plus tôt possible parce que dans ce cas de figure, le temps joue en notre faveur. Donc, je peux… Oui. Tout à fait. Donc, il y a l'optimisation des finances, mais je pense que pour commencer à investir, peut-être le salariat, le passage par le salariat est obligé, ne serait-ce qu'au début. Il y a également l'optimisation en temps d'énergie et du temps, parce que c'est aussi sont des ressources très, très précieuses. Tout à fait. Alors, tu l'évoquais, le salariat, la plupart des gens passent par le salariat. Pour moi, le salariat, c'est un moyen qui permet de réaliser des choses en vue de cette indépendance financière. La première chose, c'est d'à travers son salaire, de pouvoir commencer à constituer une épargne. Cette épargne, elle va être nécessaire pour déjà se sécuriser financièrement en cas d'imprévu. Et deuxièmement, cette épargne, elle va servir potentiellement d'apport pour une première opération immobilière si tant est qu'on souhaite faire de l'immobilier. Mais pour une première acquisition, il est très probable que la banque demande d'apporter un certain pourcentage, que ce soit les frais de notaire ou les frais annexes, on va dire mettons 10%. Et ce montant, il faut l'avoir constitué en amont. Deuxièmement, le salariat, il présente cet avantage de rassurer les banques pour obtenir un financement et cette capacité d'emprunt. Donc, l'idée, c'est de bénéficier de ces feuilles de paye pour maximiser sa capacité d'emprunt quand on est en situation de le faire. Donc, voilà pour la partie salaire. Ensuite, une fois qu'on a constitué cette épargne, l'idée, c'est pas d'épargner pour épargner. Ce n'est pas une finalité en soi, l'épargne. Au contraire, épargner de manière stérile, c'est contre-productif, c'est même inutile. C'est-à-dire mettre de l'argent sur un livret A, voire même laisser sur un compte bancaire. Dans ce cas-là, c'est même une perte d'argent, puisqu'on oublie le mécanisme de l'inflation qui va rogner la valeur de l'argent qui est déposé sur des comptes où l'argent dort. Sur le long terme, on va perdre de l'argent. Il faut voir ça un peu comme une sorte de taxe. Donc, cette épargne, il faut qu'elle soit productive. Donc, tu prends l'approche active, côté immobilier, investissement immobilier, mais aussi peut-être les autres pans de l'indépendance financière, bourse, crypto, entrepreneuriat. Quelle est pour toi la balance idéale, un portefeuille idéal entre tous ces types d'investissement quelque part? Alors pour moi, ces différentes classes d'actifs ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Et je dirais que dans un développement patrimonial, il y a peut-être une séquence à laquelle il faut réfléchir, mais l'idéal, c'est de toucher à tout. Donc, si on parle d'immobilier, l'immobilier, c'est une excellente manière de s'enrichir parce que ce que les gens ne perçoivent pas toujours, c'est la puissance de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Aristote disait déjà, donnez-moi un levier et je soulèverai la terre. L'effet de levier, c'est la possibilité de démultiplier le gain par rapport à son capital de départ. Si je prends un exemple,
supposons qu'on ait une épargne de, mettons, 10 000 euros. Chacun mettra le chiffre qu'il voudra, mais pour simplifier le calcul. Mettons qu'on ait une épargne de 10 000 euros et qu'on puisse, de fait, faire l'acquisition d'un bien qui génère, qui coûte, mettons, 100 000 euros. D'accord? Donc, on apporte 10% du bien. Si cet actif immobilier, cet actif locatif génère ne serait-ce que 2% de rendement net, 2%, ce n'est pas terrible, mais prenons ce calcul-là, ça fait donc 2 000 euros par an. Les 2 000 euros, ce n'est pas terrible par rapport à 100 000 euros, de la valeur de l'actif. En revanche, par rapport au capital de départ qu'on a investi, à savoir 10 000 euros, ça représente 20%. Donc, c'est là où des fois, on regarde un peu le mauvais objectif. L'idée, c'est de dire que dans ce cas de figure, dans cet exemple-là, pour 10 000 euros investis, on a 20% de rendement net. Aller trouver un autre placement qui génère 20% de rendement net annuel de manière certaine et durable, ça ne court pas les rues. De plus, quand on fait l'acquisition d'un bien, je reprends l'exemple à 100 000 euros, on oublie que le bien il va s'apprécier dans le temps. Il va bénéficier cette fois-ci de l'inflation. Donc, si on prend à nouveau le taux de 2%, qui est l'objectif annoncé par la BCE d'inflation annuelle, on peut dire que chaque année, le bien il va s'apprécier à nouveau de 2 000 euros. Donc, on ne parle plus de 20%, on parle de 40% de rendement sur les capitaux propres. Donc, encore une fois, l'effet de levier, il n'a pas d'équivalent sur des investissements financiers classiques. Ça, c'est pour la partie immobilière. Et d'ailleurs, j'ai parlé du rendement intrinsèque et de l'inflation. Je n'ai même pas évoqué la possibilité de faire une plus-value sur son acquisition. Et c'est là où tes services démultiplient encore plus le gain potentiel d'une acquisition immobilière. Donc pour moi, l'immobilier, c'est, je dirais, un indispensable à avoir dans son patrimoine. Tout à fait. Donc l'immobilier, c'est une valeur sûre. Les plus grosses fortunes ont toujours une part d'immobilier dans leur portefeuille. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux sur cette terre et que les gens auront de tout temps besoin de se loger, je pense que l'immobilier ne peut que prendre de la valeur avec le temps et avec la rareté, quelque part, de l'offre. Maintenant, il y a aussi l'analyse au préalable de notre situation, de nos objectifs, de l'emplacement, de trouver le bon bien. Mais voilà, on sait que des bons biens, il y en a beaucoup. Ce qui joue énormément, c'est notre capacité à le voir, à l'analyser, à le négocier et puis en faire quelque chose d'encore mieux. Alors, comment peut-on se lancer avec un salaire, avec un mindset qui veut qu'on progresse, qui veut un petit peu se délier des chaînes, on va dire, du boulot, métro, dodo. Mais qu'est-ce qu'il faut encore avoir à son actif pour espérer atteindre, en tout cas un jour, s'approcher de la liberté financière, à ton avis? Alors, pour moi, déjà, l'idée, c'est de ne pas se mettre de barrières de manière préalable. On a beaucoup de croyances limitantes et l'idée, c'est d'aller les tester, les confronter à la réalité du marché. Une croyance limitante va être en fonction de ma situation, je ne suis pas finançable. La première des choses à faire, c'est d'aller voir son banquier et voir si on est finançable. Ensuite, si le premier banquier donne une réponse négative, aller voir un deuxième banquier et ainsi de suite. Éventuellement, se renseigner auprès d'un courtier qui connaît parfaitement le marché, le marché bancaire, et va être en capacité de dire si oui ou non on est finançable. Et ce courtier ne se rémunère qu'à la performance, c'est-à-dire qu'on ne débourse rien tant qu'il ne nous a pas trouvé un financement. Donc, il faut partir du principe que si on part sur un courtier, on va obtenir son financement, a priori. Donc, à partir de là, on détermine une enveloppe de travail pour savoir quel est le montant d'investissement qu'on peut réaliser au maximum de sa capacité financière. Et à partir de cette enveloppe de travail, on va commencer à prospecter des biens avec des méthodes que tu enseignes, Détélina, pour bien sûr sélectionner le bon bien. Une fois qu'on a fait cette acquisition, après, il y a des astuces, des mécanismes qui permettent d'optimiser le financement. On va pouvoir réaliser des travaux éventuellement, mettre en place des locataires et utiliser les loyers perçus, non pas pour freiner son développement patrimonial, mais pour accélérer son développement patrimonial. Donc, bien réfléchir en amont
au plan de financement, faire une sorte de business plan en quelque sorte de son acquisition pour déjà anticiper que l'acquisition qu'on va réaliser va servir à réaliser la suivante. En anticipant aussi éventuellement avec la fiscalité et avec la structure qu'on va mettre en place pour accueillir tous ces investissements futurs. Absolument. C'est vrai que ne pas oublier parfois de prendre le problème par la fin, c'est-à-dire qu'on se précipite des fois sur des investissements à court terme sans se dire que dans 10 ans, 20 ans, il y aura potentiellement des incidences qui vont être assez lourdes, notamment à travers la fiscalité. Et ces incidences, on pourrait les anticiper dès le début en mettant en place différents mécanismes. Ça peut être de faire une acquisition en société plutôt qu'en nom propre pour éviter des problèmes d'indivision, pour faciliter éventuellement de la transmission et aussi optimiser sa fiscalité ultérieurement. Effectivement. Souvent, c'est des gros enjeux, c'est des gros montants dont on parle et on n'y pense pas au départ quand on se lance dans un investissement. Tout à fait. On sait très bien que les personnes puissantes de ce monde optimisent non seulement leurs finances, mais également leur énergie, leur temps et les process qui gèrent leur patrimoine au quotidien. À ton avis, qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour toi et pour ta croissance personnelle? Quels sont les trois piliers de l'optimisation les plus efficaces? Alors, par rapport à la gestion du temps, comme je disais en introduction, j'ai pas mal de casquettes et donc j'ai la nécessité de m'organiser pour que tout arrive à rentrer dans une journée de 24 heures. Donc, déjà, je suis un grand adepte de la méthode des 4 D de time management. Donc, les 4 D, qu'est-ce que c'est? C'est face à une tâche, toujours se poser la question en premier lieu de savoir si on peut la delete. Je vais le dire en anglais, mais donc le premier D, c'est delete. Est-ce que cette tâche, il faut vraiment que je la fasse? Est-ce que ça va changer quelque chose Si on si peut je ne la la fais pas? supprimer ou pas, c'est On peut la indispensable. supprimer. Exactement. Si cette tâche, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas la supprimer, à ce moment-là, est-ce qu'on peut la retarder? C'est-à-dire, pas la faire maintenant, la faire plus tard, la delay, de telle sorte à lisser un peu sa charge de travail, en quelque sorte, sur une plage plus longue. Ensuite, si on ne peut pas décaler cette tâche, voir si on peut la déléguer. C'est le troisième D, la délégation, voir si quelqu'un d'autre pourrait s'en charger à sa place. Le plus possible, essayer de sortir des tâches de son propre périmètre. Et en dernier lieu, si je dirais les 3 premiers D n'ont pas trouvé de solution, à ce moment-là, just do it. Il ne reste plus qu'à faire la tâche quand on arrive au bout. Donc, cette méthode des 4D, moi, je me l'applique au maximum dans ma vie personnelle et professionnelle. Par ailleurs, en termes de gestion du temps, ce que j'aime faire, c'est de neutraliser les temps morts. C'est-à-dire que dans une journée type, tout à chacun a des moments improductifs, des moments perdus. Moi, j'essaie de les identifier et de les rendre productifs. Je m'explique. Par exemple, on passe tous pas mal de temps dans les transports, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail, pour partir en vacances ou peu importe. Donc, moi, ces moyens de transport, j'essaie au maximum de les utiliser de manière productive. Par exemple, si je suis en voiture, j'ai les mains prises, j'ai les yeux pris puisque je regarde la route. Par contre, il y a un sens qui est disponible, c'est le sens auditif. Donc, par exemple, je vais utiliser ce temps d'embouteillage ou de circulation pour écouter, me former, écouter des podcasts, écouter des formations dans la voiture, de telle sorte que ce temps-là soit utilisé. Plutôt que d'immobiliser une heure qui serait productive à un autre moment de la journée, j'utilise une heure qui, par définition, est improductive pour, par exemple, me former. À l'inverse, si je dois prendre par exemple les transports en commun, je ne vais pas pouvoir, passer un coup de téléphone parce que je vais déranger les gens autour de moi. Donc les coups de téléphone, je vais les garder pour la voiture. Et dans les transports en commun, en revanche, j'ai les mains disponibles. Donc là, je vais traiter mes mails, je vais coordonner un certain nombre de choses de ma vie personnelle. Comme ça, ce temps de transport n'est pas perdu, il est utilisé. Et ça m'évite d'allouer du temps le reste de ma journée à ces tâches. Donc voilà des petits tips que je m'applique. Par exemple, j'aime bien faire du sport, j'aime bien courir. Quand je cours, je combine l'activité physique avec, encore une fois, l'écoute active de podcasts,
ou parfois même de coups de téléphone. Ça peut m'arriver. Comme ça, je combine 2 activités en une. Parfait. C'est une excellente transition. Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des mentors qui t'ont beaucoup inspiré? Est-ce que tu veux bien les partager avec nous? Bien sûr. Alors, pour se mettre le pied à l'étrier de l'indépendance financière et je dirais même de l'éducation financière, je pense que l'incontournable que tout le monde recommande, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Au-delà de ça, il y a même son deuxième ouvrage, à savoir Quadrant Cash Flow, qui est très intéressant. Pour la bascule aussi d'état d'esprit entre le salariat et éventuellement l'entrepreneuriat, la semaine de 4 heures, je trouve, est très utile. Il y a du bon et du moins bon dans cet ouvrage, mais néanmoins, ça ouvre des perspectives. Et ensuite, après, si on veut aller sur des choses plus techniques, sur de la gestion financière, on peut partir sur du Ivy Portfolio qui va justement présenter différents types de portefeuilles et comment optimiser son portefeuille et ses différents actifs. Parfait. Merci Arnaud. Quelle est ton offre phare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, j'accompagne les entrepreneurs dans l'optimisation de leur gestion financière. Donc, ça consiste en un accompagnement sur 6 mois au cours duquel je vais réaliser une forme d'audit, voir quelle est la situation de l'entrepreneur à un instant T, mettre en place des outils de pilotage, des dashboards. On va valider les indicateurs de performance. On va s'assurer qu'ils soient cohérents avec le business et on va mettre en place des prévisionnels pour savoir exactement vers quoi on s'oriente et optimiser chaque levier à notre disposition. En parallèle de ça, on va travailler, comme je le disais en introduction, sur les modes de rémunération pour essayer de les optimiser et mettre en place une stratégie de développement patrimonial pour accélérer ce développement. À moyen et long terme, j'imagine. Donc, même Exactement. au-delà des 6 mois, tu peux être de bons conseils pour tes On clients. va réfléchir déjà à mettre en place l'écosystème financier, éventuellement poser la structure juridique si nécessaire, pour poser les fondamentaux d'une croissance durable du patrimoine de l'entrepreneur. Où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut Alors, prendre contact avec toi? on peut déjà me rajouter sur Facebook. C'est un moyen de communication que j'utilise. Autrement, je propose Arnaud est H-A-Y-E. @iSolutions et on pourra mettre les coordonnées dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Par ailleurs, je propose des appels découvertes. Donc, on mettra le lien, si tu veux, dans les commentaires pour des gens qui seraient intéressés pour avoir un échange avec moi gratuit pour faire un audit de la situation et voir si il y a un intérêt mutuel à travailler ensemble, si déjà il y a un fit relationnel et surtout s'il y a un potentiel d'optimisation pour la situation de l'entrepreneur. Parfait. Le mot de la fin, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est l'approche active, le mindset, d'essayer avant d'abandonner et puis de se former, de croître à travers des livres, des podcasts, mais également à travers son entourage, à travers des mentors et des experts, tout simplement des personnes qui sont passées devant nous sur cette voie. En Tout à une fait. phrase, le mot de la fin pour toi. Moi, ce sera un grand merci. Un grand merci de m'avoir permis d'intervenir sur ta chaîne et un grand merci pour tout ce que tu fais pour ta communauté et toute la valeur que tu leur délivres. Je pense que c'est vraiment précieux pour tout le monde et tu contribues à cette optimisation générale des finances de ta communauté. Merci beaucoup, Arnaud. Je suis très touchée. Merci à vous d'être restés jusqu'ici avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez les coordonnées d'Arnaud dans la description de la vidéo. Vous pouvez également télécharger mon bonus Créer un bien d'exception qui sera également dans la description. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un like, ça me ferait très plaisir, et des propositions de sujets pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir, Détélina.